La question des libertés académiques, elle s'est posée de manière relativement précise dans le contexte des attaques contre ce qu'on a appelé en France la théorie du genre et dans d'autres pays l'idéologie du genre. Les études de genre, c'est un domaine qui a toujours été regardé avec une certaine condescendance. Mais d'un seul coup, on a vu se développer une véritable hostilité. D'un côté, les études de genre étaient prises au sérieux, mais c'était pour s'inquiéter du fait qu'elles menaçaient l'ordre du monde. On l'a vu en France avant même la bataille du mariage pour tous. Dès 2010-2011, on voit de premières attaques. En particulier, en 2011, on voit que ce qui était au départ une attaque qui venait du Vatican, eh bien, va devenir une attaque politique portée par une droite dite populaire qui, en quelque sorte, va constituer la théorie du genre en ennemi principal, ce qui est une manière de dire que le véritable problème, ce n'est pas seulement le fait que l'ordre sexuel bouge, mais c'est qu'il y a des études de genre qui contribuent à cet ébranlement. Autrement dit, le lien est fait dès cette époque entre, d'une part, un conservatisme sexuel et, d'autre part, un anti-intellectualisme politique. Et c'est ce qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, non seulement dans le domaine des études de genre, mais par exemple avec toutes les attaques qui, en France, portent sur ce qu'on appelle dans la polémique le postcolonialisme ou le décolonialisme ou l'islamo-gauchisme, tous ces termes intellectuellement très fragiles, mais qui ont une efficacité polémique assez grande. À l'étranger, on parle davantage de critical race theory en particulier. Et on retrouve le mot théorie, autrement dit, on retrouve l'anti-intellectualisme qui est au cœur de cette bataille politique. Dans des domaines différents, qu'il s'agisse du genre ou qu'il s'agisse de la race, ça en particulier en France, on l'a vu autour du mot même de race, alors que dans des pays de langue anglaise, c'est plutôt autour des études critiques. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, il y a une bataille qui est une forme d'anti-intellectualisme et qui passe de manière très précise par une critique des savoirs critiques, par une critique de l'université, et cela participe d'une critique qui est, au fond, inscrite non seulement dans les régimes autoritaires, mais aussi dans les régimes néolibéraux qui se croisent et se rencontrent et se superposent de plus en plus. C'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte où on entend que dans l'université, on ne pourrait plus rien dire. C'est l'expression de cancel culture qui a été importée d'une polémique états-unienne et qu'on retrouve en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. On a l'impression que finalement, les discours minoritaires ont pris le pouvoir, la tyrannie des minorités dont parlent les conservateurs, eh bien, voudrait dire que la liberté recule dans les universités. C'est une controverse qu'on avait déjà entendue il y a 30 ans. C'était contre le politiquement correct. Et qu'est-ce qu'on nous expliquait? C'est qu'il y avait un macartisme de gauche dans les universités, que c'était des îlots de répression dans un univers de liberté après la chute du mur de Berlin. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que, en fait, ce ne sont plus des îlots, qu'il y a une influence internationale de ces savoirs critiques. Ça n'est pas faux, et on le voit avec des mouvements sociaux qui se développent, en particulier, on l'a vu du côté du féminisme avec MeToo, mais on l'a vu dans sa variante en espagnol, Ni Una Menos, mais pareil pour Black Lives Matter, on voit que les mouvements sociaux se nourrissent aussi des savoirs critiques. Mais il y a une grosse différence entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr que des étudiantes ou des étudiants peuvent perturber nos cours, dans certains cas peut-être même empêcher la tenue d'une journée. Oui, mais si l'on parle de macartisme, il faut bien se souvenir de ce qu'était le macartisme. C'est le fait que les gens ont été poursuivis, que les gens ont perdu leur poste ou, dans certains cas, se sont même retrouvés en prison. Ça, c'est quelque chose que connaissent très bien, par exemple, nos collègues universitaires en Turquie. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le même plan, le fait qu'il puisse y avoir des chahuts d'un côté et le fait qu'il puisse y avoir une véritable répression d'État de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la liberté académique dans ce contexte? Eh bien, je crois qu'il faut partir
de quelque chose de très simple, c'est qu'il s'agit de protéger l'indépendance du travail universitaire contre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Il est très important de distinguer la liberté académique, qui est face au pouvoir, de la liberté d'opinion en général. La liberté d'opinion, bien sûr, c'est la liberté de tout le monde, indépendamment de son métier. Donc tout le monde a la liberté d'opinion, y compris d'ailleurs les universitaires. Mais la liberté académique, c'est une liberté particulière. Il se trouve qu'aujourd'hui, les conservateurs confondent les deux. Ils font comme si toute attaque contre des universitaires était une attaque contre les libertés académiques. Ça n'est pas le cas. En fait, ce qui menace les libertés académiques, c'est quand le pouvoir, comme par exemple, on l'a vu avec la loi de programmation de la recherche, eh bien, voudrait soumettre les universitaires, par exemple, à l'obligation de respecter les valeurs de la République sans pour autant définir ce qu'elles veulent dire, ou bien même lorsque on nous explique que désormais il faudrait que les docteurs soutiennent, au moment de leur soutenance, prononcent un serment d'intégrité scientifique, mais qui va garantir cela? Et bien évidemment, c'est le pouvoir. Donc je crois qu'il faut être très prudent et bien distinguer intellectuellement, conceptuellement, liberté d'opinion, qui est aujourd'hui invoquée par les conservateurs pour dire qu'ils ne peuvent plus rien dire, même quand ils ont tout le temps la parole, et d'autre part, la liberté académique, ou les libertés académiques, qui sont défendues par les universitaires pour préserver la spécificité d'un métier. Et la différence, elle a un sens conceptuel assez précis, je crois. La liberté d'opinion, c'est, pour tout le monde, la liberté de dire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, dans les limites, bien sûr, de la loi, qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Par exemple, il y a des lois qui limitent l'expression raciste, sexiste, homophobe en France. Donc on peut dire tout ce qu'on veut dans les limites de la loi. Et y compris, on peut dire n'importe quoi. Et c'est ça la grande différence avec la liberté académique. La liberté académique, c'est aussi la liberté de tout dire. Mais c'est de tout dire en présupposant qu'il y a une exigence en même temps. Ça n'est pas seulement une liberté, c'est l'obligation, lorsqu'on peut tout dire, de ne pas dire n'importe quoi. Le débat public tel qu'il existe dans les médias, il abolit cette différence entre la liberté d'opinion ou la liberté d'expression d'un côté et la liberté académique d'autre part. Pourquoi? Parce qu'on organise des débats entre des gens qui ne connaissent rien à un sujet et des gens qui ont une compétence sur ce sujet. On l'a vu dès le début des années 2010 avec les attaques contre la théorie du genre. Il suffisait de dire n'importe quoi pour être promu dans les médias comme un interlocuteur légitime face à des personnes qui travaillaient dans ce champ d'études depuis des décennies et qui donc avaient accumulé une compétence. Effacer la frontière entre la liberté d'opinion, qui inclut le droit de dire n'importe quoi, et les libertés académiques, qui supposent d'éviter, si possible, de dire n'importe quoi pour ne pas se délégitimer aux yeux de ses collègues, pour garder en quelque sorte une légitimité académique, eh bien, la confusion entre les deux qui est entretenue par les médias, c'est cela que nous, en tant qu'universitaires, aujourd'hui, à mon sens, nous devons non seulement défendre en pratique, mais aussi penser intellectuellement, conceptuellement. Nous devons faire notre métier, y compris pour penser les attaques qui nous visent. J'ai été l'objet, très souvent sur les réseaux sociaux, d'insultes et de menaces, y compris de menaces de mort. J'ai également été l'objet d'attaques fréquentes, plus sans doute que beaucoup d'autres, dans des magazines comme Marianne, Le Point ou Causeur et d'autres. Mais cela, pour moi, ne relève pas strictement de la liberté académique. Parce qu'au fond, ces gens n'ont pas le pouvoir de me faire perdre mon poste ou de m'empêcher d'obtenir un financement que je pourrais demander. Il y a, malgré tout, une certaine autonomie du monde universitaire.
En revanche, j'ai choisi de rendre public des attaques avec menace de mort dont j'ai été victime parce que il me semblait qu'elles s'inscrivaient dans une campagne politique qui avait été initiée par le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2020, lorsque, en quelques phrases distillées dans Le Monde, il avait dit que les universitaires sont coupables et qu'ils cassent la République en deux. Et il visait en particulier l'ethnicisation de la question sociale, sachant bien sûr que j'y voyais ou j'y entendais un écho d'un ouvrage que j'avais publié et qui a été pris dans des controverses récemment par des collègues intitulé De la question sociale à la question raciale avec un point d'interrogation. C'est un point de départ, mais c'est quelque chose qui est relancé quelques mois plus tard, d'une part par le président de la République lui-même dans le cadre de la loi séparatisme, puis par Jean-Michel Blanquer, qui était alors ministre de l'Éducation nationale en octobre 2020. Eh bien, il va lancer aussi une offensive au lendemain de la mort de Samuel Paty, c'est-à-dire précisément au moment où moi-même je suis menacé de décapitation sur Twitter par un néo-nazi. Eh bien, ce que dit Jean-Michel Blanquer à l'époque, c'est que les islamo-gauchistes seraient en quelque sorte intellectuellement complices du terrorisme. Cette accusation est très grave, bien sûr, et elle met en danger les personnes qu'elle vise sans les nommer. Ce sera poursuivi ensuite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, qui, le 14 février de l'année suivante, en 2021, rejoindra la croisade entamée par Emmanuel Macron et par Jean-Michel Blanquer pour s'en prendre à l'islamo-gauchisme qui, selon elle, aurait gangrené l'université, annonçant une enquête qui allait viser ces courants dans l'université. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, je peux parler donc de liberté académique? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'attaques contre des universitaires, mais d'attaques contre des universitaires qui font écho et qui sont légitimées par un discours du pouvoir, et un discours du pouvoir qui a des effets bien réels. Si j'ai choisi de rendre public ces attaques, c'est parce qu'il me semblait qu'il ne s'agissait pas seulement de ma personne. D'une part, d'autres ont subi, par exemple, on l'a vu à l'Institut d'études politiques de Grenoble, avec des collègues qui ont pâti très lourdement de ces attaques, et sans doute bien plus lourdement que moi-même. C'était quelques mois plus tard, mais on l'a vu aussi, me semble-t-il, et c'est là, je crois, ce qui est important, c'est que, en fait, au-delà des individus, il y a un effet d'intimidation collectif. Par exemple, lorsqu'on est étudiant, étudiante, est-ce qu'on va s'embarquer pour travailler sur des sujets qui sont sous le feu des attaques gouvernementales? Eh bien, on hésitera parce qu'on pourra légitimement se dire que les chances d'obtenir un financement qui sont déjà bien minces, elles seraient réduites. Mais ça peut être vrai aussi pour des collègues, surtout des collègues en début de carrière, ou bien de manière plus générale, lorsqu'on a quelque chose à demander parce que, eh bien, une carrière, c'est long. On voit que, par exemple, le genre ne fait plus partie des priorités du CNRS. Est-ce que ça a un sens politique? J'imagine que le CNRS dirait que non. Mais on ne peut pas exclure que malgré tout, il y ait des vents favorables par moment et des vents défavorables à des champs de recherche et en particulier à des études critiques. Je crois donc qu'il est très important de se mobiliser pour essayer de faire comprendre que ce ne sont pas seulement les attaques comme j'ai pu en subir et d'autres bien plus que moi qui sont en cause, parce qu'au fond, il n'y a pas que les universitaires qui soient attaqués sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir toutes sortes de personnalités. La spécificité relative de ces attaques, c'est que le monde universitaire, eh bien, il est régi par la puissance publique. Les financements en dépendent. Il y a des conséquences sur les postes. On voit bien les effets. Beaucoup dans les universités, d'une part, par prudence, vont anticiper et en quelque sorte essayer de se gagner la faveur du pouvoir quel qu'il soit, et en l'occurrence aujourd'hui d'un pouvoir hostile au savoir critique, mais il y en a d'autres qui
sont tout à fait d'accord et qui profitent de l'occasion, c'est-à-dire qui se sentent encouragés, enhardis. C'est ce qu'on a vu par exemple avec le fameux colloque de la Sorbonne sur la déconstruction. Des collègues se sont sentis autorisés à dire tout et n'importe quoi, autrement dit, à oublier que leur métier est fondé certes sur la liberté académique, mais que la liberté académique présuppose de ne pas dire n'importe quoi. Pourquoi se sont-ils laissés aller lorsque le pouvoir s'en prend au savoir? Eh bien, il y a aussi des savants et des savantes qui se complaisent dans un discours qui relève du n'importe quoi, mais qui est autorisé par la puissance publique. Face aux attaques, il n'est pas facile de savoir comment réagir. Est-ce que, par exemple, on doit attirer l'attention sur soi? Non seulement, bien sûr, il y a le risque de redoubler les attaques, mais il y a aussi le fait que, par exemple, dans mon cas, lorsqu'on travaille sur les questions minoritaires et qu'on occupe une position majoritaire, on peut se poser la question, après tout, est-ce que c'est une bonne chose de recentrer l'attention sur moi alors que j'étais intervenu pour que on parle aussi de celles et ceux dont on ne parle pas et qu'ils et elles aient la parole. Donc c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que selon la position qu'on occupe, plus ou moins établie, mais aussi plus ou moins confortable, dirais-je, eh bien, tout le monde n'est pas dans la même position, tout le monde ne peut pas prendre les mêmes décisions. J'arrive toutefois, à partir de mon expérience, mais aussi en ayant regardé l'expérience d'autres, à quelques conclusions. La première, c'est qu'on a intérêt à ne pas être tout seul. Et je ne parle pas seulement du fait d'être entouré amicalement, familialement, professionnellement, mais on a intérêt aussi à avoir des échanges avec d'autres personnes qui ont pu subir de telles attaques. Ça permet de prendre mieux conscience qu'on n'est pas la seule personne au monde à qui cela arrive. Donc je crois qu'il y a une sorte de chaîne de transmission qui peut s'instaurer entre les personnes qui sont exposées à ces attaques qui peuvent être très douloureuses, très violentes, qui abîment les personnes. Il peut y avoir une chaîne de solidarité qui se construit. C'est la première chose. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des chaînes de solidarité plus larges. Par exemple, il peut y avoir des motions de soutien. Et il y a eu, dans mon cas, j'ai eu la chance que des collègues que j'avais soutenus, que ce soit au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine ou en Turquie et ailleurs, se soient mobilisés pour signer des textes aux États-Unis, etc., qui, eh bien, mettait le doigt sur cette violence et la rejetait avec solidarité. Ça compte beaucoup. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas se sentir seul. Mais ça ne suffit pas. Je crois que les institutions jouent un rôle ici important. Bien sûr, pour ma part, je n'ai jamais reçu le moindre mot du rectorat ou du ministère lorsque j'ai été victime d'attaques, de menaces. Mais il y a les associations professionnelles. Comme d'autres, j'ai pu bénéficier de ces soutiens. Il y a les associations telles que l'Association française de sciences politiques, de sociologie et d'autres. C'est important parce que, en fait, nous sommes attaqués dans notre métier. Il est donc important que notre métier en tant que tel, eh bien, se fasse entendre, c'est-à-dire que la profession se fasse entendre. Mais il n'y a pas seulement la profession, il y a aussi les institutions universitaires. J'ai bénéficié, pour ma part, de la protection fonctionnelle. Dans mon cas, cela voulait dire payer un avocat. Mais bien sûr, c'est un peu plus que ça, parce que symboliquement, ça veut dire que mon université reconnaît que je suis attaqué en tant qu'universitaire, même si c'est sur Twitter. Parce que je le fais à partir de mon métier. C'est en raison d'interventions fondées sur des textes que j'ai écrits et que je citais que j'ai été directement menacé. Je crois qu'il en va de même pour beaucoup. Aujourd'hui, l'enjeu de la protection fonctionnelle qui peut être accordée par l'employeur et en l'occurrence par l'université ou par le CNRS, eh bien, c'est très important parce que ça veut dire que l'université
ou le CNRS, ou d'autres organismes de recherche, bien sûr, considèrent que lorsque les universitaires sont attaqués en tant qu'universitaires, eh bien, cela concerne l'université ou cela concerne les organismes de recherche. Après, est-ce qu'il faut recourir à la justice? Je crois que dans certains cas, c'est possible, dans d'autres non, et c'est en cela que le conseil d'un avocat est très important, même si, bien sûr, la question n'est pas seulement de savoir si on va gagner ou pas, mais de savoir combien ça coûte, et combien ça coûte pas seulement en argent, mais combien ça coûte en temps, en énergie. Je crois qu'il faut faire pour soi-même une évaluation de ce que ça coûte de faire quelque chose et de ce que ça coûte de ne rien faire. Et pour ma part, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi de longue date, non pas à partir de ma propre expérience, mais plutôt à partir de l'expérience des femmes, puisque ce sont le plus souvent des femmes, qui sont victimes de harcèlement sexuel. Est-ce que les femmes ont intérêt à porter plainte ou pas? Eh bien, manifestement, c'est une question que beaucoup de femmes se posent aujourd'hui, et la réponse, eh bien, elle n'est pas donnée d'avance. Non seulement il n'y a pas de règle générale, mais au fond, il y a une certaine incertitude sur le résultat. On ne sait pas si finalement ça aura fait du bien ou pas. J'ai toutefois tendance à trouver qu'il est souvent plus coûteux de taire les choses que de les dire. Pour ma part, et je crois que je ne suis pas le seul, je trouve que arriver à continuer de faire son métier, non seulement malgré ces attaques, mais aussi sur ces attaques, les prendre pour objet, un objet de réflexion, un objet d'analyse, un objet d'enquête, eh bien, je crois que ça fait partie des manières de vivre avec. Parce que j'ai bien peur que nous ne soyons collectivement condamnés à vivre quelque temps, j'espère pas trop longtemps, avec ces attaques. Donc, comment vivre avec? Eh bien, par la solidarité collective, avec le soutien des institutions, parfois en recourant à la justice, et le plus souvent possible en faisant un objet de travail intellectuel pour essayer de mieux comprendre ce qui, après tout, est le fond de notre métier. Les savoirs critiques et le travail universitaire, eh bien, ça donne des outils, des armes à tout le monde. On ne sait pas, bien sûr, quand on enseigne, ce que les personnes qui nous écoutent et qui discutent avec nous et qui travaillent avec nous, on ne sait pas ce que ces personnes vont en faire. Mais on peut présumer qu'une partie en feront quelque chose. Et c'est pour cela que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués collectivement parce que l'anti-intellectualisme politique, eh bien, c'est précisément un discours politique. Il n'est pas tenu par des gens ignorants. Il peut être tenu par des intellectuels. On peut lire de la philosophie et verser dans l'anti-intellectualisme. On peut être diplômé, on peut être tout ce qu'on voudra. L'anti-intellectualisme, c'est un discours politique, idéologique. Et donc, ça n'est pas le fait des ignorants, pas plus que des savants, c'est un discours politique qui traverse des classes très différentes. Donc je crois que cet anti-intellectualisme politique, il faut le comprendre dans un contexte qui est celui, aujourd'hui, des menaces sur la démocratie. Ça n'est pas simplement un exemple parmi d'autres, c'est un exemple privilégié pour comprendre ce qui menace la démocratie. Au fond, si nous commençons à revendiquer collectivement que dire n'importe quoi, ça n'est pas un idéal démocratique, et qu'au contraire, avoir une exigence pour essayer de comprendre quelque chose au monde tel qu'il va, ça, c'est une exigence démocratique. On comprend pourquoi les universités sont tellement attaquées aujourd'hui. Elles ne sont pas attaquées malgré l'existence de liberté académique, elles sont attaquées à cause de la définition des libertés académiques, c'est-à-dire tout dire, mais pas n'importe quoi. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ces attaques contre l'université, elles doivent, pour nous, être un rappel que le travail que nous essayons de faire, contrairement à ce que nous pensons le plus souvent, eh bien, il a suffisamment d'importance pour qu'on cherche à nous nuire, pour qu'on cherche à nous réduire, pour qu'on cherche à nous faire taire. Ça veut bien dire qu'on doit dire quelque chose.
Il me semble donc qu'il est très important aujourd'hui, dans un contexte d'anti-intellectualisme politique, d'essayer de revendiquer une forme d'intellectualisme. Je ne veux pas dire, bien sûr, un élitisme qui serait celui d'un groupe d'intellectuels. Au contraire, c'est une revendication démocratique. Cette revendication démocratique, c'est le fait que, potentiellement, tout le monde désire comprendre, tout le monde désire être intelligent. Bien sûr, il peut y avoir des chaînes de télévision dont l'objet est d'abêtir, d'abrutir. Et il peut y avoir des politiques qui essaient de nous encourager à nous vautrer dans la bêtise. Pensons aux clowneries, aux bouffonneries de quelqu'un comme Trump ou Bolsonaro. Oui, mais justement, la bataille politique aujourd'hui, c'est de savoir si nous voulons rendre désirable pour tout le monde l'intelligence des choses, l'intelligence du monde, c'est-à-dire comprendre ce qui nous arrive, avoir des outils pour le faire. Est-ce que nous voulons rendre désirable l'intelligence? Ou bien, comme les néofascistes et comme parfois les médias, lorsqu'ils encouragent à la stupidité, est-ce que nous voulons rendre désirable l'inintelligence? La bataille démocratique aujourd'hui, je crois qu'elle se joue de manière privilégiée autour de cette question. Rendre désirable l'intelligence ou rendre désirable la stupidité. Ça ne veut pas dire un groupe social qui serait les gens intelligents et un groupe social en face de lui qui serait les gens stupides. C'est une question politique. Donc il ne s'agit pas d'un intellectualisme pour intellectuel, mais d'un intellectualisme démocratique, c'est-à-dire en réponse à l'anti-intellectualisme politique, un intellectualisme politique.